Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Aujourd'hui, je devrais dire 6502 et souhaiter la bienvenue aux heureux possesseurs d'un Auric ou d'un Atari, parce que je vais vous parler d'une revue commune à ces ordinateurs qui s'appelle Commode, la Commode. La revue Commode, la Commode, je devrais dire, est une revue à l'origine destinée aux heureux possesseurs d'un ordinateur de marque Commodore, et elle sort, en tout cas le premier numéro sort en septembre 1981. Autant dire que c'est une revue qui s'adresse à très peu de monde. La micro-informatique est vraiment au stade du balbutiement à cette époque. C'est encore la phase des consoles, hein, les Atari, les Mattel, une télévision, voire la CBS, ColecoVision, qui font fureur dans les foyers encore à l'époque. C'est une revue qui vaut 35 francs. 35 francs, ça correspond à 5 euros de l'époque. 5 euros, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut paraître peu, hein, ça reste quand même une petite somme, c'est pas rien. Eh bien, 35 francs, croyez-moi que à l'époque, c'était une énorme somme. C'était pas dans le budget de toutes les familles. Et c'est une revue qui ne sort que tous les trimestres à peu près. Alors les premiers numéros sortent de manière un peu irrégulière, mais on verra que ça correspond à des trimestres. Euh, alors la pagination, la mise en forme de la revue est très simple, très épurée. On est très loin d'une pagination équivalente à celle qu'on trouve sur des revues comme Tilt, hein, où il y a des couleurs un peu partout, c'est beau, c'est magnifique. C'est une pagination qui ressemble un peu à celle des premiers numéros d'Hebdogiciel. Et puis ça n'a rien à voir également avec la pagination de la revue Jeux et Stratégie. Si vous connaissez cette revue, c'est une excellente revue, hein, Jeux et Stratégie. C'est une des premières revues qui s'est intéressée à la micro-informatique, avant même le réveil de toutes ces revues spécialement dédiées à la micro-informatique. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, des petites publicités et un éditorial signé par un certain Daniel Jean David. Alors Daniel Jean David, si vous êtes issu du monde des Commodore, bah, vous savez qui c'est. C'est sans doute l'un des plus grands auteurs euh, sur Commodore 64, avec François Monteil, hein. Deux auteurs que j'apprécie énormément, hein. C'est marrant, on parle d'eux un peu comme on pourrait parler d'Émile Zola ou de Voltaire, de Balzac. Non, non, ils ont eu un rôle important en France, ces gens-là, donc autant le souligner. Voilà, donc petite revue sympathique, super épurée, vous voyez, il n'y a quasiment pas de graphisme. On a l'impression que c'est sorti d'une imprimante d'un Commodore 64. Enfin, à l'époque, le Commodore 64 n'était pas encore sorti. Donc la revue fait l'impasse sur le Commodore 64. Elle vous parlera du VIC, hein, le VIC 20, mais on ne parlera pas du Commodore 64. Il faudra attendre un tout petit peu plus tard pour entendre parler du Commodore 64. À partir de septembre 1983, hein, le numéro 8, la revue s'adresse à un public un peu plus large, puisqu'il ne s'adresse plus seulement aux possesseurs d'un ordinateur de marque Commodore, mais également à tous les possesseurs d'un ordinateur de marque Atari et Auric. La revue ne s'adresse pas aux possesseurs de marque Apple, hein. Alors c'est essentiellement à l'époque l'Apple II+, IIe et IIc. Pourquoi? Alors je n'en ai aucune raison, je pense simplement que Apple a dû faire comprendre que il fallait une autorisation, un label, être estampillé Apple pour pouvoir éditer des ouvrages évoquant la programmation ou les ordinateurs Apple, ou alors peut-être que
Commodore, Atari et Oric n'ont pas souhaité être associés à la marque Apple. Ce qui est dommage puisque ces ordinateurs sont animés par le même, enfin, j'allais dire le même, un processeur équivalent, on va dire, 6502, 6510. Alors la revue change un petit peu de format. Vous voyez que maintenant il y a un peu plus de sophistication. On est sur un design un peu plus agréable. Il y a de la couleur qui apparaît et puis on en profite pour majorer le prix. On passe à 45 francs. C'était déjà cher, c'est maintenant horriblement cher. C'était le problème en France à l'époque, hein. Beaucoup de revues étaient assez chères et ne s'adressaient pas forcément à un public assez large. Vous voyez, il y a de la couleur. Et on parle du Commodore 64, l'extra-ordinateur à 2990 francs. Tout un budget pour une famille. Et oui, à l'époque, on ne savait pas que les ordinateurs, ça durait pas, en fait. C'est tout. C'était pas l'obsolescence programmée, mais tout simplement, la technologie fait que les ordinateurs sont très vite dépassés. Alors l'éditorial est toujours signé par Daniel Jean-David, comme vous voyez là. Bon, graphisme, il y a un petit peu plus de couleurs, mais ça reste pas forcément très très fun, avec des petits dessins comme ça, clownesques, probablement dessinés par un des... je serais pas surpris que ces dessins aient été réalisés par un des programmeurs. Et puis on remarque ici l'Atari 800, le Commodore 64, et ça c'est l'Oric, pas d'Oric Atmos pour l'instant. Et vous avez un petit courrier des lecteurs, c'est amusant. Bon, en fait, c'est le courrier des lecteurs, c'est un petit peu le courrier des doléances. Les gens viennent se plaindre. Donc on voit, ça s'adresse à l'Oric. Vous parlez également de l'Atari 1200 XL. Alors on nous parle de l'Atari 2000, c'est un 1200. Alors l'aspect général de l'Atari 1200 XL est à notre avis très amélioré par rapport au 800 qui fait un peu massif mais est très robuste. Le 1200 est très fin, très plat, les fentes d'aération sur les côtés sont fictives, elles donnent un aspect Apple dont nous ne comprenons pas la raison, ça s'appelle le design. Alors, amusant, on parle de l'horloge. Très 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 intéressant. On parle de l'horloge. Pour l'horloge, c'est très important sur un ordinateur et sur le processeur. C'est ce qui permet la synchronisation sur beaucoup de choses. Donc ici, il vous parle de l'accès sur un Commodore 64. Alors Commodore 64 ou même un VIC-20, puisque surtout les ordinateurs de marque Commodore, ça fonctionne à peu près de la même façon. Avec une variable TIS, enfin TI $ plus exactement, qui est une variable qui ne peut pas être utilisée autrement pour l'horloge, et on vous indique comment la réinitialiser. Donc il ne faut pas faire TI égale 0. D'accord. Oui, je dis ça parce que je me suis trompé parfois. Bah oui, pour initialiser l'horloge, il faut faire TI $ égale entre parenthèses. C'est une succession de 0, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, normal, puisque vous avez l'horloge fonctionne selon le format HH pour heure, MM pour minute et SS pour seconde. Les ficelles, OGD, Atari, trucs. Et un très intéressant, on commence à parler du Commodore 64 de manière un peu plus étoffée que dans les revues qui vont suivre. Alors, je ne sais pas si on parle du Commodore 64 dans la revue numéro 3 ou 4, lorsque l'ordinateur parle. Et alors, c'est intéressant, on a toujours des... Moi j'aime bien lire ces petites choses, on apprend toujours des bricoles. Alors c'est pas toujours très détaillé, on vous dit ici, du côté des boîtiers d'entrée et sortie. Boîtier d'entrée et sortie. Waouh, qu'est-ce que c'est les boîtiers? Bon, aujourd'hui on parlerait des puces, c'est les fameuses puces CIA qui sont qui ont pour numéro 6526.
Voilà, j'ai toujours été surpris par les mots employés dans ces revues françaises. On s'y perd, on sait pas de quoi on parle. Enfin bon, c'est pas très grave. Et là, on parle du synthétiseur sonore, hein, la puce SID 6580 et le VIC. Le VIC, à ne pas confondre avec le VIC-20. Donc c'est plutôt la puce VIC-2, hein, exactement. Et là, on vous dit que le VIC est le véritable maître du système. C'est-à-dire que la puce vidéo serait le maître du système. Intéressant, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Plus que le microprocesseur. Ah bon? Plus que le microprocesseur, c'est lui. Ouais. Alors, j'aime bien. Moi, je dis plutôt c'est elle, puisque c'est une puce qui fournit l'horloge au système, les signaux RAS et CAS de gestion de la RAM dynamique. Et en outre, il accède à la mémoire, mais seulement à un banc de 16K octets. Alors on comprend pas grand-chose en fait quand on lit ça. Honnêtement, pour moi pourtant bon, je commence à m'y connaître un petit peu. Alors d'abord, je pense que c'est faux quand on vous dit: «C'est lui qui fournit l'horloge au système». Non, la fréquence, hein, est synchronisée sur, la puce VIC puisque vous avez une puce VIC différente, hein, selon le type de modèle PAL ou NTSC. La voilà, la puce n'est pas exactement la même, donc le système, va comment dire? Il va, se synchroniser sur la base de la puce et ce sont les, puces CIA, 6526 qui, vont, fournir l'horloge, en fait, au système en se synchronisant sur, la puce EVIC2. Donc c'est pas tout à fait exact ce qui est dit là, mais ce n'est pas très, très grave. Et puis ici, vous avez, un paquet d'informations, sur, l'organisation de la mémoire. Alors je vais dire, il y a pas grand chose, hein, c'est pas forcément, très visible, hein. On vous met FF, noyau, généré, alors noyau c'est oups, excusez-moi, noyau, c'est le kernel, c'est le système, hein, c'est le système de fonctionnement, hein, plus exactement. Noyau, enfin, personnellement, je trouve que ça parle, c'est le système de fonctionnement qui est situé à cet endroit-là. Donc, et bon, c'est regrettable, mais peut-être que le mot ROM indiqué ici et ROM basique également là aurait été permis un petit peu mieux de comprendre ce qui se passe. Et également pour le générateur de caractères, c'est la ROM qui comprend les caractères du Commodore 64, hein. Je trouve pas ça très lisible. Et puis ici, en 0, il n'y a pas grand-chose indiqué. Alors, les ES aussi, c'est pas forcément très très clair, je pense, quand on débute. Mais bon, on va dire que c'est une présentation un petit peu sommaire et rapide. Voilà. Moi, je vais peut-être pas aller jusqu'aux 94 pages, hein. L'idée, c'est de routine. Ah voilà, vous avez alors là, c'était un petit peu plus intéressant. Voilà, vous avez ici les routines système du Commodore 64. Le, vous avez un descriptif de la mémoire morte du Commodore, enfin des deux ROM, hein, la ROM du basique et la ROM du kernel. Ici, alors, c'est une description un petit peu rapide. Personnellement, j'utilise plutôt Mapping the Commodore 64, hein, qui est beaucoup plus détaillé, hein, étoffé sur ces différentes adresses. C'est même indispensable là, c'est vraiment enfin, à titre personnel, je vois pas trop l'intérêt d'être simple à ce point-là parce que c'est pas toujours très lisible. Et voilà pour ce numéro 8 de la commode. Alors, pour parcourir un petit peu rapidement ce qu'il y a. Mais c'était pas exactement ça qui m'intéressait. Je voulais vous parler de quelque chose qui a un rapport avec ce dont je vous parle depuis maintenant plusieurs mois. C'est le langage machine et l'assembleur sur le Commodore 64.
Car en effet, à partir du numéro 9 de décembre 1983, toujours pour cette modique somme de 45 francs, la revue s'intéresse au langage machine et offre même à ses lecteurs un cours de langage machine à la page 76. Alors je vais essayer de vous la retrouver rapidement. 62, 73, on s'approche, on s'en approche, 76, magnifique. Et c'est pas mal fait, c'est très très bien fait même, je trouve. C'est un petit cours synthétique. Alors attention, si vous n'avez aucune notion en langage machine, si vous n'avez aucune notion en basique, n'essayez pas de commencer par ce mini cours, comment on appelle ça, un crash course en anglais, c'est un cours rapide sur le langage machine. Alors d'abord c'est le numéro 1, vous voyez cours de langage machine numéro 1. Alors je vais passer tout de suite à la dernière page pour vous montrer qu'il est écrit par, à nouveau, Daniel Jean-David, hein, l'auteur des plusieurs tomes, hein, il y a plusieurs ouvrages sortis aux éditions PSI, hein, sur le Commodore 64, et il a notamment écrit il a écrit les 3 tomes, hein, tome 1, tome 2, 33, du livre que je vous ai présenté sur le langage machine. Bon, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est un des meilleurs sur le langage machine parce qu'il y en a pas beaucoup. Voilà, alors c'est très intéressant, je trouve ça plutôt bien fait, c'est très synthétique. Ça vous amusera si vous connaissez déjà un petit peu le langage machine. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, voilà, hormis le fait que ça existe, il vous parle du moniteur, de l'assembleur, enfin c'est vraiment en quelques pages, il vous explique ce que c'est le langage machine et les concepts de base. Vous avez dans la revue numéro 10 un autre cours de langage machine. Et ce cours de langage machine commence à page 86. Alors, notez que le prix s'est stabilisé à 45 francs. Ah oui, c'était une période où il y avait beaucoup d'inflation. Ah, on est quand même passé de 35 à 45 en quelques mois. Il faut que je trouve la page 86. Hop, 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 74, on s'en approche, 86. Et voilà, le cours de langage machine. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors il vous explique un petit peu là-dedans comment écrire un programme en langage machine. Et notez que ici, ça n'est pas réservé au Commodore 64, puisque on parle de l'Oric, et également de l'Atari. Donc ce qui est intéressant dans cette revue, c'est qu'elle se veut être un peu la synthèse des ordinateurs équipés d'un processeur 6502. C'est un peu le grand rêve qui n'a jamais été atteint, c'est de faire des programmes conçus pour toutes ces machines avec des petites adaptations. Je crois que la communauté des programmeurs a eu la flemme, hein, d'investir ce projet, hein, de faire des programmes communs à tous ces ordinateurs. Il y a peut-être trop de disparités entre les éléments, les caractéristiques techniques des ordinateurs pour cela. Et puis l'article se termine par les jeux d'instructions du processeur 6502, alors ça tient sur une page et c'est assez illisible, avouons-le. Voilà, et alors je vais vous parler maintenant de l'exemplaire numéro 11 de la revue. En fait, le numéro 11 sera le dernier numéro de cette revue qui va se scinder finalement en différentes revues. Ce rêve, hein, de faire une revue commune à tous les ordinateurs équipés d'un processeur Siemens 502 n'a pas tenu très longtemps.
Vous aurez donc la création, à la suite de cette revue, d'une revue, Commodore Magazine, très bien d'ailleurs, avec également, quelques cours, hein, en langage machine et puis je sais pas ce qui s'est passé pour Rouric et Atari. Je connais pas assez bien, l'histoire de ces ordinateurs pour, vous en parler. Et voilà donc, le numéro 11 paru en juillet, 1984. Toujours à ce prix de 45 francs. Alors, très intéressant, ici on a un sommaire, hein, qui précise quels sont les ordinateurs concernés par les différents articles disponibles dans la revue. Donc l'architecture de l'Atari, bien entendu, ça ne concerne que l'Atari, ou pouvoir avoir une imprimante, pour avoir sur une imprimante le catalogue d'une disquette Auric, bah, c'est Auric évidemment, le 64, etc. etc. Alors, parfois il y a des choses un petit peu communes, alors je ne vais pas trop rentrer là-dedans, je détaille là-dedans. Je voulais vous parler de la page 27. Alors à la page 27, si vous voyez ici, ça s'appelle défilement latéral. C'est assez surprenant, je suis tombé par hasard sur alors page 27, hop, qu'est-ce qu'ils appellent défilement latéral? Hop, moi je m'amuse beaucoup, hein, en lisant les détails de cette revue, surtout le courrier des lecteurs, c'est un régal. Voilà, le défilement latéral. Alors, le défilement vertical et vers le haut, en fait, c'est vertical et latéral, c'est pas forcément vers le haut, ça peut être aussi vers le bas, mais est indispensable à tout éditeur d'écran. Voilà, alors en fait, c'est l'éditeur basique, vous savez. Pof, 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 bon, voilà, je vous passe les détails de ce qui se passe. On va aborder tout de suite, voilà, les deux programmes qui nous sont proposés. Et là, déplacement latéral, évidemment, c'est le terme français pour un scrolling. Voilà. Alors latéral, ça peut être à gauche, mais ça peut être un déplacement latéral à droite, hein, donc le scrolling à droite. Et bah vous avez un listing, hein, un programme, une routine en langage machine qui vous permet de réaliser un scrolling. Alors si vous vous souvenez, je vous ai fait un tuto sur le scrolling, c'est exactement la méthode que j'ai utilisée. Comme vous le voyez ou pas d'ailleurs, ici, le scrolling, enfin la routine, hein, qui réalise le scrolling, excusez-moi, a recours à un système d'adressage indirect post, je me trompe pas, indexé. Vous voyez ici c'est en page 0 et c'est post indexé, alors à la fois pour charger la valeur et pour la placer. Moi j'ai plutôt tendance à utiliser un mode d'adressage en page absolue, hein, direct en page absolue, indexé. J'estime que c'est un petit peu plus rapide. Mais c'est une technique qui fonctionne bien et bah, très très bien. C'est très intéressant. Alors je me suis amusé à le réaliser et à l'écrire et je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc ben, de cette revue, on va passer à la partie un petit peu plus pratique, hein, celle des cours en langage machine et en assembleur, que je vous présente depuis maintenant un petit moment. Voilà la routine, hein, tapée dans un logiciel d'assembleur, hein, toujours CBM PRG Studio que j'utilise. Une rapide description du fonctionnement de cette routine, hein, comment elle a été organisée, pourquoi. Alors l'auteur de la routine a placé en page 0 les adresses de la mémoire écran et de la mémoire couleur, hein. Alors respectivement aux adresses FC et FE. En FC, il place l'octet de poids fort de la mémoire écran, de l'adresse de la mémoire écran, et en FB, l'octet de poids faible.
Et il place l'octet de poids fort de la mémoire couleur en FT et ensuite l'octet de poids faible de la mémoire couleur en FE. Et il utilise tout simplement cet adressage particulier, hein, qui est l'adressage en page 0 indirect post-indexé pour charger les valeurs qui sont dans la mémoire écran et les placer autre part dans la mémoire écran. Alors on voit ici, donc il charge les caractères un octet plus loin pour les placer un octet avant avec ces deux instructions DEI et NI. Alors il le fait à la fois avec la mémoire écran et la mémoire couleur, et il procède à ceci pendant, il le fait ça pendant 27 en hexadécimal, ça correspond à 39, donc il fait ça 39 fois. Et pour le 40e caractère, bah, tout simplement, il va placer la valeur 20 en hexadécimal, c'est-à-dire 32 en décimal, et ça correspond sur le Commodore 64 à un espace. Voilà, c'est assez simple. Ça marche très très bien. Et puis ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il a fait ça pour une ligne, eh bien il rajoute 28 aux valeurs hein, dans l'octet de poids faible, 28 en hexadécimal, c'est-à-dire 40 en décimal, en FD et en FB. Hein, donc c'est les octets de poids faible. Et puis il va éventuellement rajouter la retenue, si elle s'est activée, dans à l'adresse hein, qui contient l'octet de poids fort, donc FC pour la mémoire écran et FE pour la mémoire couleur. Alors, si on le lance, je vais vous montrer ce que ça donne. Tac, voilà, amusant. Vous voyez le petit décalage, le petit scrolling, ça fonctionne très très bien. Donc, ça fonctionne très très bien. Magnifique. Voilà. Voilà. Alors, si vous avez l'œil aguerri, et puis toujours un petit souci d'optimisation, vous aurez remarqué quelque chose dans ce programme qui n'empêche pas le programme de fonctionner, mais qui n'apporte pas grand-chose. Oui, il y a deux lignes qui n'apportent rien et qui sont même inutiles. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, voir où est le problème. Ça y est, vous avez une idée. Allez, je vais vous dire, c'est ici tout simplement l'instruction roll qui a été ajoutée à 2 reprises ici et qui ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il utilise l'instruction roll pour déplacer l'éventuelle retenue dans l'accumulateur et ajouter cette valeur donc, qui sera 1 hein, dans l'accumulateur à l'adresse à l'octet hein, qui correspond à l'octet de poids fort de l'adresse. On n'en a pas besoin en fait. À partir du moment où la retenue est activée, il suffit d'ajouter 0. La retenue sera automatiquement ajoutée. Donc cette instruction roll n'apporte rien. Alors elle ne consomme pas beaucoup de cycles. Je crois que ça consomme 2 cycles. On vient d'économiser 4 cycles. Et quand on a des routines parfois qui tournent en boucle, bah, c'est bien, c'est pas mal. Alors attention, hein, j'ai économisé 2 cycles, mais c'est à multiplier par le nombre de boucles. Alors ici, si je me trompe pas, la boucle fonctionne 25 fois. Donc si j'ai économisé 4 cycles, 25 fois, 25 fois c'est le nombre de rangs à l'écran, eh bien 25 fois 4, ça fait 50, ça fait 100 cycles économisés. On va le montrer hein, tout de suite si ça fonctionne ou pas. Vous allez voir. Ah, ça fonctionne, ouais, c'est normal. Voilà, donc nous sommes en
2023, une revue, qui est sortie en 84 et donc 40 ans après, voilà, je vous montre comment, on peut encore optimiser, ce petit programme de manière très, très simple. Voilà, bah, écoutez, là, la vidéo est terminée et j'espère que ça vous a plu. Je ferai sans doute plus de vidéos un petit peu pour vous parler de ces magazines, ces revues, hein, qui étaient dédiées, au Commodore 64 et ici, bon, bah, ça a été une revue qui finalement intéresse, également, nos amis possesseurs, d'un Auric, d'un Atari et allez, on va aller rajouter, un Apple II. Voilà, à bientôt!